Au sommaire de cette édition, la cité internationale de Kipé, Plaza Diamant, impressionne les habitants de la capitale. Le premier lot composé de 10 villas modernes, 16 appartements et magasins sont en voie de finition. Les techniciens guinéens apprécient. Projection de films, campagne, porte-à-porte, toutes les stratégies sont utilisées pour briser la chaîne de contamination du virus Ebola à Cancan, initiative du ministre de l'Action sociale avec l'appui de l'ONG Aimer la Guinée. Les cordonniers de Dalaba font preuve d'ingéniosité, les produits confectionnés fascinent les visiteurs, mais ils se trouvent confrontés au manque de matières premières. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition Conakry, 8 janvier 2015. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs sujets ont fait l'objet de débats. Les précisions avec le ministre porte-parole du gouvernement, Damatan Albert Camara. Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 8 janvier 2015 de 10h à 12h autour de l'ordre du jour suivant. 1. Présentation des vœux à son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 3. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 30 décembre 2014 et 6 janvier 2015. 4 décisions, 5 divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, a présenté au nom de Monsieur le Premier ministre et du gouvernement les vœux de Nouvel An au président de la République. Après avoir renouvelé les condoléances du gouvernement suite au décès de sa sœur Adjan Sira Condé et du ministre Ahmed Tidiane Sissé, il a réaffirmé la volonté des membres du gouvernement à accompagner loyalement le chef de l'État dans son programme de développement de la Guinée. Le ministre a rappelé les grands acquis du gouvernement en matière de réforme de l'armée, de la justice et de l'administration. Il a salué les efforts en matière d'appui à la sécurité alimentaire, la relance du secteur minier et la poursuite de la politique de stabilisation macroéconomique considérablement affectée par l'impact de l'épidémie à fièvre hémorragique Ebola. Le ministre a ensuite énuméré les majeurs de l'année 2015, notamment l'éradication de l'épidémie Ebola, l'organisation des élections, l'amélioration des services sociaux de base et la relance de l'économie. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le chef de l'État a demandé au gouvernement de mobiliser les cadres et notables des préfectures touchées par l'épidémie Ebola, où la résistance continue à affaiblir les efforts de la riposte. Il a demandé au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune d'accélérer la mise en œuvre des projets destinés à l'emploi des jeunes. Il a demandé au ministère en charge de l'Éducation de s'assurer que l'ensemble des établissements scolaires et universitaires sont équipés en kit de prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 30 décembre 2014 et 6 janvier 2015. Pour la session du 30 décembre 2014, au titre de l'examen des textes, le ministre en charge de la sécurité a soumis un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Dans le cadre de l'introduction prochaine de la police de proximité dans le dispositif sécuritaire en Guinée, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se veut un organe de concertation et de coopération entre différents acteurs concernés par la lutte contre l'insécurité. Le décret proposé présente ses missions, son organisation et son fonctionnement. Au terme des débats, le Conseil a demandé au ministre d'approcher ses collègues en charge de l'administration du territoire, de la défense et des finances pour soumettre les conclusions de leur concertation à une prochaine session. Le ministre délégué des Guinéens de l'étranger a fait une communication sur la situation des Guinéens vivant dans divers pays étrangers. Il s'agit des pays suivants: l'Angola, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Ghana, la Malaisie, Israël, le Mexique, la Sierra Leone et le Sénégal. Le Conseil recommande une analyse des différentes situations selon les pays en vue de proposer les voies et moyens pour une meilleure protection des droits de nos concitoyens. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a fait une communication relative à l'état des lieux des secteurs de l'eau et de l'énergie. Le ministre a fait un diagnostic exhaustif des secteurs de l'eau et de l'électricité
Il a tout d'abord décrit l'état des lieux techniques et financiers avant d'exposer les mesures d'amélioration et de conclure par les réformes en cours ou envisagées. En raison de l'importance des questions soulevées au cours des débats, le Conseil a invité le ministre à soumettre le dossier à une prochaine session. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation politique nationale et internationale. Le Conseil des ministres. Et puis, les membres de l'institution nationale indépendante des droits humains ont prêté serment ce jeudi à la Cour suprême. Le premier président de la Cour suprême, Mamadou Sylla, a demandé aux nouveaux membres de l'institution de se départir des engagements politiques pour mettre leurs efforts dans la lutte pour le respect des droits humains en Guinée. Nous y reviendrons. La cité internationale moderne de Kipé Plaza Diamant fascine le regard des passants. Le chantier avance et impressionne les habitants de la capitale. À ce jour, le premier lot du projet est en phase d'achèvement. Il s'agit de 10 villas et 16 appartements, des bureaux et des magasins. Les techniciens du ministère de la Ville et de l'Aménagement apprécient la qualité de l'ouvrage. Saint-Martin a visité le chantier de Kipé. Voici son constat. Moderne de Kipé, un investissement communautaire international à travers la coopération guinéo-chinoise. Lancé en octobre 2013, la merveille se dévoile progressivement. Le premier lot du chantier est en phase d'achèvement. 10 villas, 16 appartements, des immeubles commerciaux, bureaux et magasins prennent forme. Ce chantier de Plaza Diamond améliore l'image de la ville de Conakry. Les matériaux de construction fins et de haute gamme sont importés d'Espagne, d'Australie et de la Chine. Le grès d'Australie décore déjà les façades des villas et réalise des constructions artistiques. Il sert à modeler des objets solidifiés et vitrifiés par une cuisson à haute température pour garder l'humidité. Plaza Diamond dispose de 50 000 mètres carrés de jardin avec une grande piscine. Beaucoup de plantes sont utilisées pour créer un paysage multicolore. C'est une diversité de végétation mise en valeur. À côté, une pépinière d'une centaine de fleurs et de végétation est entretenue. Plusieurs autres variétés d'espèces de plantes sont importées. Pour tenir sa promesse de remettre ses premiers lots du chantier, ce début d'année 2015 au gouvernement, l'entreprise emploie des centaines d'ingénieurs et d'ouvriers guinéens et chinois et travaille nuit et jour. Une fois terminé, Plaza Diamond sera un modèle de ville moderne pour la Guinée. Les cordonniers de Dalaba ont une maroquinerie remarquable. Dans les ateliers, les produits exposés attirent les visiteurs en dépit des efforts du gouvernement qui vient de réaliser un centre artisanal à Dalaba et se trouve aujourd'hui confronté au problème de matières premières qui entrent dans la confection des articles. Reportage signé Sekou Fernand Kourma, Adama Traoré, Elsa. La fierté de Dalaba réside dans sa maroquinerie. Depuis 1939 qu'il travaille le cuir, les cordonniers de Dalaba ne se sont mieux organisés qu'en 1991. L'obtention d'un agrément les amène à travailler en union. Au nombre d'une trentaine de membres, ils manient le cuir avec doigté. Dans cet atelier, ils exposent des chaussures, des cartables, des cadres pour photos, des colliers et de nombreux objets de décoration. On n'avait jamais eu quelqu'un qui nous aide comme le fait le professeur Alpha Condé. Avec lui, nous allons participer aux foires internationales et bénéficier d'instruments de travail. Avec la dizaine de chaussures et de sacs confectionnés par jour, l'Union bute contre une concurrence déloyale. Obtenir la matière première est désormais une dure épreuve. Des Maliens et des Sénégalais viennent acheter le cuir à Conakry. Par ailleurs, ces cordonniers se disent heureux d'avoir un chef d'État qui a compris leur rôle dans l'émancipation de l'art du cuir. C'est pourquoi un centre d'exposition de produits artisanaux est en construction. On est davantage content avec la construction du centre artisanal. Le jour où nous y exposerons nos produits, on aura des bénéfices. Le centre d'exposition de produits artisanaux de Dalaba sera le meilleur outil pour ces cordonniers de mieux vendre leurs produits. Une mission de la Chambre nationale d'agriculture vient de séjourner à l'intérieur du pays. Objectif, faire l'état des lieux des engrais et herbicides utilisés au compte de la campagne agricole de 2014-2015. Notre reporter Francis Collier revient sur l'étape de Boké. La campagne agricole 2014-2015 est bouclée. L'heure est au contrôle de la gestion des quantités d'engrais et d'herbicides.
Dans la région de Boké, plus de 1000 tonnes d'engrais sont consommées avec plus de 16 000 litres d'herbicides. Fria, la cité de la Lumine, fait son chemin dans la culture maraîchère. Une bonne expérience à soutenir. Quand ils récoltent, des fois ils amènent sur la tête et quand ils déplacent les motos, ça revient au prix de kilo. Or que le prix a baissé totalement par le fric que nous buvons actuellement à Fria. Bofa, Boké, Gawal et Koundara ont consommé moins d'engrais et presque pas d'herbicides sélectifs maïs. À côté de cette réalité, il faut préciser que les conditions climatiques ont trahi cette année les habitudes culturelles dans la plupart des préfectures de la région. Cette année, il a plu très tôt au mois de mai, contrairement aux autres années. Mais la pluie n'a pas continué. Il y a eu des interruptions à partir du mois de juin, vers le 15 juin, qui est, disons, la période favorable de labour et de semis jusque vers la fin du mois de juillet. Aujourd'hui, nous constatons vraiment des difficultés au niveau des paysans, c'est-à-dire que les productions ne sont pas vendues compte tenu de la fermeture des frontières suite à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans notre pays. Si nous avons aujourd'hui une assurance agricole, plus une banque de développement agricole, je crois que les producteurs auront moins de cris d'alarme à lancer par rapport à certains sinistres qui se produisent. Dans la région de Boké, les agriculteurs ont encore besoin d'appui technique pour la bonne utilisation des intrants pour un rendement escompté pendant la prochaine campagne. Comment s'approprier et valider le code de la pêche et de l'aquaculture? La question préoccupe les autorités du ministère de la Pêche. La démarche vise à doter le département de tous les documents juridiques en vue de garantir la sécurité alimentaire à travers les produits halieutiques. Les précisions dans ce reportage de Moussa Komar. Réformer le secteur de la pêche pour en faire un véritable levier de développement, c'est l'un des défis majeurs pour notre pays. Les cadres du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture et représentants d'institutions publiques et privées examinent le nouveau code de la pêche et de l'Aquaculture. Ce document juridique de 86 pages et plus de 200 articles pourrait permettre de corriger les lacunes que connaît la pêche guinéenne. Je voudrais inviter les cadres du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture et les représentants des différentes institutions publiques et privées et nos partenaires du secteur ici présents à une vigilance responsable afin de veiller à ce que les textes qui seront examinés lors du présent atelier soient en ligne avec les dispositions de quelques codes. Depuis plus d'une décennie, la Guinée disposait déjà son premier document juridique pour la pêche maritime. Cette rencontre de 3 jours devrait aider à réfléchir sur le contenu des documents. C'est là pour doter notre pays de nouvelles lois réglementaires répondant aux exigences internationales. L'amélioration du cadre institutionnel et juridique pour un accès équitable aux ressources halieutiques et leur exploitation durable devient une nécessité impérieuse. C'est à ces conditions que le secteur de la pêche jouera pleinement son rôle dans le renforcement de la sécurité alimentaire des populations, l'amélioration des revenus des communautés de pêcheurs, l'accroissement des recettes de l'État et la création d'emplois. Après l'analyse et la validation de ce document, il sera soumis à l'Assemblée nationale pour l'adoption. Tous ces efforts permettront peut-être d'intégrer de façon accrue la valeur ajoutée sectorielle de la pêche à l'économie nationale et de lutter contre la pêche illicite sur le littoral guinéen. Dans l'actualité encore, les agents de la santé des sociétés minières sont en discussion à Kamsar, dans la préfecture de Boké. Il s'agit de mieux s'informer sur le virus Ebola et les mesures de prévention. La session planchera également sur l'état des équipements des structures de santé. Marie-Angélique Bangora signe ce reportage. Comment participer activement à la campagne Zéro Ebola dans 60 jours lancée par la coordination nationale?
La question était sur la table au cours de cet atelier axé sur la formation du personnel des structures sanitaires et points focaux des entreprises minières sur la prévention contre Ebola. La manière dont on a décidé un peu d'orienter notre stratégie avec CBG, c'est de travailler dans le long terme. On avait commencé par un point de lavage, ensuite 4, après 100. Maintenant, on en est à peu près à 200 points de lavage des mains qui sont approvisionnés tous les jours en eau de javel. On a également 200 autres points où on donne des gels pour se désinfecter les mains. La rencontre a évoqué tous les sujets liés à la lutte contre une maladie qui a fait 1 millier de morts en Guinée, dont une dizaine de médecins. Il s'agit donc de donner les moyens aux structures de santé pour faire face à leur mission régalienne. Alors si pendant les 2 jours on peut diagnostiquer grâce à vos laboratoires que tel porte le virus ne porte pas, on peut les libérer les gens pour aller travailler. Ça c'est extrêmement important. Et l'autre dimension, c'est qu'aujourd'hui à Massanta, Guékédouz et Récoré, ils sont en train de tester des médicaments. Oui, mais ces médicaments, pour les tester, il faut d'abord montrer que vous êtes positif. L'objectif est de démultiplier les acquis de la rencontre pour que Ebola soit éradiqué dans toutes les préfectures du pays. Toutes les formations sanitaires qui relèvent de vos compétences, vous devez les former. Vous devez surtout vous assurer que les gens comprennent et qu'ils peuvent pratiquer tout ce qu'il y a comme prévention. Au terme de la rencontre, une trentaine de cadres de santé des sociétés minières ont fait la connaissance biologique du virus pour mieux le combattre. Suite au décès du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Ahmed Tidiane Cissé, le Premier ministre, chef du gouvernement à la tête d'une forte délégation gouvernementale, s'est rendu dans la famille mortuaire pour présenter les condoléances d'usage. Ensuite, la délégation est allée présenter les condoléances du peuple de Guinée à la suite de l'attentat perpétré contre le journal Charlie Hebdo à l'ambassade de France à Conakry. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Le meeting de l'opposition a enregistré des blessés et des dégâts matériels. 12 gendarmes ont été grièvement blessés ce matin. Le ministre délégué à la Défense nationale et son homologue de la sécurité se sont rendus au chevet des malades au centre médical du camp Almami Samori Touré à Conakry. Ils étaient accompagnés de la hiérarchie militaire. Suivez le reportage de Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Les gendarmes ont été déployés pour le maintien et le rétablissement d'ordre public conformément aux normes conventionnelles. Ils ont payé les frais du débordement du meeting de l'opposition, tenu ce mercredi sur l'esplanade du stade du 28 septembre. 12 d'entre eux ont été blessés, dont 3 atteints par balle de fusil de calibre 12. Ils reçoivent la visite de la hiérarchie militaire dans leur lit de malade. Je trouve très regrettable qu'on tire à bout portant sur les forces de l'ordre à l'aide de calibre 12. Et seulement, je dirais à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de respecter les consignes données dans l'ordre initial que j'ai donné à tous les niveaux. Le ministre délégué à la Défense nationale et celui de la sécurité déplorent cet état de fait jugé antidémocratique. Nous avons formé nos gendarmes, nos policiers, pour qu'ils deviennent des forces républicaines respectueuses des droits de l'homme et qui obéissent aux principes d'un état de droit. Je crois que nos gendarmes et nos policiers ont joué leur rôle de républicains, de soldats de la paix. Et ils sont chargés du maintien de l'ordre public, d'assurer la sécurité de la population, d'assurer la sécurité du gouvernement, d'assurer la sécurité des manifestants, de l'opposition et également de toutes les forces politiques. Il ne faut pas qu'on prenne maintenant l'habitude impunément d'agresser les forces de l'ordre. Et bien entendu, nous saurons tirer toutes les conséquences de ces actes que nous considérons comme crapuleux. Ces genres de comportements à l'endroit des forces de l'ordre sont devenus monnaie courante, surtout quand il s'agit des meetings ou marches de l'opposition.
L'autre image de l'actualité nationale, le paludisme constitue toujours un problème de santé publique. En Guinée, les enfants de 0 à 5 ans sont les plus touchés. Il est la cause de 14% de décès. C'est dans ce contexte que le Comité national de lutte contre le paludisme a lancé un projet de chimioprévention. Un projet qui vise à combattre efficacement cette maladie. Le point avec Bernard Tonguino. La lutte contre le paludisme reste une préoccupation nationale. Une nouvelle stratégie est engagée contre la maladie. C'est la CPS, chimioprévention du paludisme saisonnier. Le projet est lancé au cours de cet atelier qui regroupe acteurs et partenaires du système de santé du pays. Le paludisme saisonnier consiste à administrer des médicaments aux enfants de 3 à 59 mois pendant la saison de haute transmission. Chez nous, la saison de haute transmission, c'est de juillet à octobre, ce qui veut dire pendant 4 mois, dans les préfectures qui sont éligibles, nous allons administrer les médicaments aux enfants dans les maisons, donc de porte à porte. La CPS couvre une période de 3 ans à compter de 2015. Le budget global de l'opération s'élève à 3 700 000 $, montant financé par des partenaires à travers l'ONG Catholic Relief Service. Tout ce qui œuvre dans l'humanitaire doit avoir pour objectif de sauver des vies humaines. Et quand on parle de vies humaines, les enfants passent en premier lieu. Et étant déjà partenaire avec le ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme à travers le financement du Fonds mondial, on a cru nécessaire d'étendre cette intervention dans les zones où le paludisme saisonnier sévit. Des exposés et présentations sur l'application et les avantages de la chimioprévention sont faits. C'est en présence des responsables des structures sanitaires des zones les plus touchées par le paludisme. Il s'agit des régions de Boké, Labé et Farana. C'est un projet qui vient à point nommé à partir du moment où nous sommes dans une préfecture où le paludisme constitue la première cause de consultation de nos malades, mais aussi la première cause de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. En Guinée, le taux de prévalence du paludisme est de 44% chez les enfants de 0 à 5 ans. La stratégie CPS s'engage à inverser cette tendance. Le projet devrait atteindre 500 000 enfants chaque année au cours de son exécution. Direction savane guinéenne, le gouvernement guinéen multiplie les efforts pour éradiquer la fièvre Ebola. À Kankan, le ministre de l'Action sociale appuyé par l'ONG Aimer la Guinée sensibilise les populations de Kankan, Nabaya à l'aide des projections vidéo. La démarche est bien appréciée dans la savane. Voici le reportage de Mohamed de Camara. 0 cas d'Ebola après 60 jours, c'est la nouvelle volonté affichée par les autorités du pays. À Kankan, la ministre de l'Action sociale engage la vitesse supérieure des séances de sensibilisation appuyées par des projections vidéo montrant les méfaits de la maladie font croire aux derniers réticents que l'Ebola qui a tué 17 personnes à Kankan est une réalité. Si on peut faire une projection comme ça pour toute la population, une fois voir vaut mieux que d'entendre 1000 fois. Il est question de démultiplier les informations qu'on a eues aujourd'hui. Les gens ont compris que c'est une maladie qu'on peut vaincre avec l'information. On a beaucoup de chance maintenant pour qu'on ne dise plus que la maladie n'existe pas. Grâce à l'implication des autorités locales et les partenaires, les zones de réticence qui rendaient parfois le travail difficile sur le terrain semblent inexistantes à Kankan. On a fait une projection cinématographique de tout ce qui concerne le virus Ebola et tous ceux qui étaient dans la salle ont compris réellement qu'est-ce que c'est que ce virus et comment il faut faire pour l'éradiquer, comment il faut faire pour s'en préserver. Ici à Kankan, 142 contacts sont régulièrement suivis, comme dans cette famille qui a bénéficié d'une assistance alimentaire du PAM. L'un des derniers foyers actifs de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Depuis l'annonce des premiers cas de la maladie dans la préfecture, les ressortissants et autres acteurs sociaux sont à pied d'œuvre pour briser la chaîne de contamination du virus. Ce don est conjointement offert par les diamantaires et l'association des ressortissants de Kérouané à Conakry. Un geste accompagné d'explications pratiques à la population.
Nous nous excusons pour la qualité de ces images. Dans le même registre, des vivres et des kits pour les victimes de la fièvre Ebola. C'est un don de ressortissants de Kéréouani à Conakry. Ce geste est estimé à 100 millions de francs guinéens. Il vient ainsi renforcer le dispositif de riposte mis en place dans la préfecture de Kéréouani pour briser la chaîne de contamination. Sori de Kera fait le point. Bénéficier d'une assistance alimentaire du PAM. L'un des derniers foyers actifs de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Depuis l'annonce des premiers cas de la maladie dans la préfecture, les ressortissants et autres acteurs sociaux sont à pied d'œuvre pour briser la chaîne de contamination du virus. Ce don est conjointement offert par les diamantaires et l'association des ressortissants de Kéréouani à Conakry. Un geste accompagné d'explications pratiques à la population sur les principaux modes d'utilisation des intrants. Dans le cadre de l'Ebola. Et nous souhaitons que cette maladie, cette épidémie quitte de nous. Dans ces conditions, nous remercions l'autorité préfectorale, les diamantaires et la coordination de lutte contre Ebola à Kéréouani pour les efforts fournis. Cette mobilisation des fils résidents et ressortissants de Kéréouani permet aujourd'hui à la préfecture de réduire considérablement le taux de prévalence de la maladie. Selon la coordination préfectorale de riposte, 5 foyers sur 6 sont éteints et les derniers contacts de Finaria et de la commune urbaine tirent vers la fin de leur suivi. Nous avons pu maîtriser les foyers de Damaro, de Nyale-Moroudou, de Maka dans Soromaya, à Sibiribaro et Banankoro. Pourquoi pas dans la commune urbaine? Nous devons sortir ensemble avec la jeunesse, les femmes et les vieilles personnes, tous, pour lutter contre Ebola. Au dire des donateurs, Kéréouani ne saurait être un foyer de persistance de la maladie à virus Ebola. Toutes les composantes sociales de la préfecture restent mobilisées autour de la coordination préfectorale de riposte pour sortir de l'épidémie dans les prochains jours. En plus bref, revenons sur la visite du ministre de la Communication dans le Fouta, Alucene Makanera Kake. Après la préfecture de l'Elouma, s'est rendu à l'Abbé où il a procédé à la remise des satisfecits aux meilleurs journalistes et techniciens de l'année pour le travail bien fait. Le reportage de Moussa Mikine et Younoussa Tawel dans nos prochaines éditions d'information. Parlons à présent d'une activité qui a fortement contribué à réduire l'ensablement du fleuve Milo à Kankan. C'est l'extraction du sable par un groupe d'hommes d'affaires et de femmes réunies en coopérative. Ils le commercialisent pour gagner leur vie. C'est un reportage, vous allez le voir, de Abdul Karim Kamara. Chaque matin, c'est la ruée vers le sable pour ces femmes au bord du Milo à Kankan. Partout, le lit du fleuve est parsemé de petites pirogues pour l'extraction de cette matière de construction. Une activité génératrice de revenus qui a fini par donner naissance à une coopérative. 2 groupes composés d'hommes et de femmes forment cette association appelée Kidina, du nom de l'endroit le plus profond du fleuve dans la zone d'extraction. Nous sommes là pour juste extraire le sable, comme d'habitude. C'est ce que nous faisons à peu près il y a plus de vingtaine d'années. Je suis né dans ça, bon, j'ai trouvé mes parents dans ça aussi. C'est ce que je fais actuellement, pour commercialiser. Mais dans le groupe, ceux qui extraient puis transportent le sable sur la rive travaillent en sous-traitance avec les différents responsables de la coopérative qui les payent. Ensuite, ces responsables revendent le sable aux chauffeurs de benne par chargement. Quand nous extrayons le sable, on le transporte, puis le patron nous paye immédiatement. C'est 6 000 francs par pirogue. S'il arrive qu'il n'a pas d'argent, on attend notre jour. Comme on le voit, l'extraction du sable au bord du Milo à Kankan est de plus en plus convoitée. La coopérative Kidina a été créée en 2005 et agréée en 2013. Elle compte en son sein plus de 100 travailleurs, tous rompus à gagner leur pain dans cette activité. Abdul Karim Kamara, merci pour ce reportage. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.